Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Allez, on est ravis de vous retrouver avec Gilles. Bonjour Je Gilles. sais que c'est un de vos invités préférés de la semaine, Christine. Vous qui êtes sportive, qui aimez le sport, qui êtes impliqué dans le sport. Et puis c'est un ancien collègue apparemment. Mais oui, on s'est croisés. Alors on s'est croisés, mais vraiment on débute. Moi, je suis passée en pige du côté de France 3 Alpes, du côté de Grenoble. Voilà. Bonjour Laurent Luyard. Et bonjour Laurent Luyard. Bonjour Christine et Gilles. C'est une bonne école, France 3 Grenoble. Moi j'ai appris la télé là-bas. En fait, je suis rentré en 93. Alors je faisais la météo des neiges. Oui, exact. Je suis entré comme ça. Oui. Alors les hauteurs en Savoie, Haute-Savoie, en Isère. Et j'ai essayé de le mettre un petit peu à ma sauce. Et puis j'ai présenté le magazine des sports. Et j'ai fini les 2 dernières années par présenter le journal des Alpes. En fait, avec la cravate, le costume. Je faisais les résultats des élections législatives, cantonales, en Isère, etc. Donc c'était le bon temps. C'était le bon temps, mais aujourd'hui aussi. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une bonne époque. Elles ont longtemps été méprisées, les chaînes régionales par rapport aux nationales, où vous n'aviez pas ce ressenti des gens du national qui se moquaient des... Ouais, c'est vrai, quand on est en région comme ça, Paris, on le voit toujours comme un peu méprisant par rapport à... Pas du tout, je vois pas du tout de quoi vous voulez parler, vraiment, à peine. Mais alors j'adorais, parce que parfois je tournais des sujets, des faits divers ou des catastrophes naturelles, etc. Et donc le sujet passait dans le 19-20. C'était la consécration. Mon sujet il passe. Bon, sachant qu'il y a beaucoup de présentateurs, je pense à Marie-Sophie Lacaro, par exemple, mais beaucoup de gens sont passés par l'école des régions, et ensuite viennent, comme on dit, à la capitale. C'est une bonne école parce qu'on fait tout, en fait. On fait du reportage, on fait du plateau, on fait, donc pour apprendre aussi, c'est très très bien. Et il y a un attachement très fort du public aussi aux personnalités comme ça qui ont accompagné les actualités régionales. Ça me fait penser effectivement à cette époque-là. Voilà. Et vous faisiez quoi, vous, là-bas? Je commençais dans ce métier. Vous faisiez des reportages? Je faisais des reportages. C'est quoi votre premier reportage à Grenoble? À Grenoble. Alors, à Grenoble, je n'ai plus de souvenirs, mais à France 3, mon tout premier reportage, c'était à Dijon. Pas des télémécaniques? Non, j'avais dû faire une manif agricole du côté de Beaune. Voilà, c'était le début. Mais bon, on en parlera une autre fois. C'est pas très intéressant tout ça. Mais si, au contraire. On doit faire le zapping, non, nous dit John. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Il s'est passé peu de choses depuis hier. On a 3 fois rien à vous raconter. Allez, c'est l'heure du zapping. À tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ce soir sur TF1, c'est Koh-Lanta et le Conseil des juges a pris une décision irrévocable d'éteindre le flambeau d'immunité de Marine Le Pen. Alors l'équipe des Bleus Blancs Rouges a perdu son capitaine qui n'avait pas trouvé à temps un collier d'immunité. Privée de poteau, la candidate ne décolère pas. Confidence au Denis Brognard du 20h, Gilles Boulot. Si vous ne pouvez pas vous présenter, est-ce que vous dites que Jordan Bardella serait le meilleur candidat? Je veux dire, Jordan Bardella est un atout formidable, et je le dis depuis longtemps. J'espère que nous n'aurons pas à user de cet atout plutôt qu'il n'est nécessaire. Mais en attendant, je suis combative. Je vais pas me laisser éliminer ainsi. Je vais mener les voies de recours que je peux. Il y a un petit chemin, il est certes étroit, mais il existe. Je vais effectivement demander de la manière la plus claire qui soit que la décision d'appel intervienne me permettant d'envisager une candidature à l'élection présidentielle. Moi, je serai toujours à côté des Français. Il y a des millions de Français qui croient en moi. Des millions de Français qui me font confiance. Et je viens leur dire, ça fait 30 ans que je me bats pour vous. Et ça fait 30 ans que je me bats contre l'injustice. Et par conséquent, je vais continuer à le faire. Et je le ferai jusqu'au bout. Énormément carton d'audience, évidemment. 6,9 millions, presque 7 millions de téléspectateurs pour le journal de TF1. 35,1% de part de marché. Ce qui est logique, puisque c'était sa première prise de parole. Et puis c'est en début de journal. Et puis il y a eu 2-3 sujets. C'était un vrai succès. Le 20h, un jour, ça vous amuserait de le présenter? Comme je vous le disais, j'avais présenté le journal des Alpes pendant 2 ans. Je vous avoue que je fais tellement de choses que je me dis le 20h en plus. Ça ferait un peu beaucoup. Je sais pas, mais ça me plairait, ouais. Alors évidemment, pour garder l'image de Koh-Lanta, la tribu des Européens sont satisfaits. Hier, l'avocat des intérêts du Conseil européen, Patrick Maisonneuve, était dans C'est à vous et a rappelé que Marine Le Pen a été coupable été coupable pour le tribunal.
J'étais représentant du Parlement européen pour réclamer ce que m'a accordé le tribunal ce matin, plusieurs millions d'euros. Vous allez devoir, le Rassemblement national, me régler puisqu'il y a aussi l'exécution provisoire. Deuxième chose, en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, le tribunal a dit à 2 reprises, qui ressortait de l'audience d'ailleurs, parce que on a fait pratiquement 3 mois d'audience, donc le tribunal a dit qu'il n'y avait aucun doute sur la culpabilité de Marine Le Pen, du Rassemblement national, enfin de celles et ceux qui pouvaient comparaître. Aucun doute. Et le tribunal l'a dit à 2 reprises ce matin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette déclaration de culpabilité. Patrick Maisonneuve, qui est également dans le journal de Jean-Jacques Bourdin, et interviewé par Jean-Jacques, vous pouvez le retrouver sur le podcast de Sud Radio. Oui, c'est intéressant de revenir sur ça, effectivement, de réécouter, parce que c'est un peu complexe et technique, mais il y a du droit, et purement du droit derrière, donc ça permet de mieux saisir les contours de toute cette affaire. J'imagine que vous allez y revenir dans vos débats. Largement. Et quasiment uniquement. Hier, on a appris la mort du réalisateur Yves Boisset en pleine émission média. D'ailleurs, vous l'avez dit discrètement. Alors, si vous l'avez fait discrètement, ça n'a pas été le cas à Télématin où il recevait la comédienne Elsa Zilberstein. Alors, vous arrivez, vous allez voir comme un cheveu sur la soupe. Bonjour Elsa Zilberstein. Bonjour. Merci d'être avec nous de petit matin. Une réaction à l'information qui vient de tomber, la mort d'Yves Boisset? Non, je ne le savais pas. Vous l'apprenez puisqu'on vient effectivement de l'annoncer dans Télématin. Sur Jean Moulin, absolument. Et donc je suis confuse. Non, je ne savais pas. Donc vous venez de l'apprendre sur ce plateau, Yves Boisset qui vient donc de nous quitter. Il avait 86 ans. Je vous sens ému, on va parler de cinéma. Non, vous venez de me l'apprendre en fait. Non, c'était un monsieur assez incroyable. J'étais honorée de travailler avec lui. J'imagine. On parle de cinéma? Oui. Ouais. On pouvait compter les mouches qui passaient et les temps morts. Incroyable moment. Je pense qu'elle aurait dû l'aborder autrement ou le faire. Enfin, c'était très bizarre. C'est toujours délicat aussi d'avoir quelqu'un en plateau, d'apprendre une info en direct, de la livrer à la personne qui n'a pas eu le temps de rassembler sans doute ses esprits aussi pour avoir une réponse intelligente. Oui, c'est un drôle de moment de télé. Ouais. Vous avez fait récemment un reportage sur Sud Radio des mamies du rugby qui sont parties représenter la France. Elle commence jeudi. Voilà, en Australie, c'est ça? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Elles sont dans la poule des Américaines. Vous les connaissez, les reines du foot? Alors, pas du tout. Elles ont entre 53 et 75 ans. Elles sont en Dordogne. Et elles font du rugby. Elles font du foot. Ah, du foot. Elles ont créé une équipe de foot de seniors et elles sont parties représenter la France, puisqu'elles sont toutes licenciées à la Fédération française de foot en seniors, et elles sont parties représenter l'équipe. Moi, je suis dingue de cette équipe. Voilà. Et elles représentent la France au mondial des mamies. Elles ont 75 ans. Elles ont entre 53 et 73 ans. Wow. Et puis elles ont la gagne, elles ont ce que vous m'avez raconté. Vous avez vu la précision quand même, rugby, Australie, c'est là où on reconnaît le journaliste qui a vraiment travaillé sur ce sujet. Il faut dire, ça amuse John, notre réalisateur, donc là, il compile toutes mes imprécisions. Il faut dire que le troisième âge a bien changé, comme l'a constaté les équipes de quotidien. Elles étaient au Salon des Seniors, et vous allez voir que nos mamies sont coquines. Si vous deviez me donner vos 4-5 émissions de télévision préférées, ce serait quoi? Toi, tu aimes bien beaucoup, c'est les télé-réalités. L'île de la Tentation. Et on a une pensée pour Pascal. Lui non plus, il ne devait pas s'attendre à cette réponse. Vous la feriez, l'île de la Tentation? Ah, moi je la ferais bien. Je suis pas sûr que soit reparti avec le mari. Moi, Pascal, vous voyez un peu. Eh oui, ils sont chauds les seniors, faut pas croire. Loïc et Baptiste se sont fait draguer toute la journée. En tout cas, vous avez un beau sourire tous les deux. C'est gentil. Vous nous draguez? Ah oui, oui. Non, moi je suis cougar. C'est vrai, c'est une cougar? Un petit clin d'œil à Cyril, puisque c'est votre producteur. Oui, Cyril Ferraud. Cyril Ferraud, et qu'il est fan de l'île de la Tentation. J'ai vu ça dans une interview qu'il avait donnée. Ah oui, il est fan de l'île de la Tentation. Vous me l'apprenez. Donc voilà, il ne peut pas résister à ce programme. Alors il suffit passer de 10 secondes d'un extrait de cette musique pour qu'un tas de souvenirs reviennent à tous les trois en mémoire. Et 10 secondes, j'étais large. Oui.
C'est aux premières notes. En première note, un tas de souvenirs nous reviennent. C'était un autre temps en fait. Quand on voit tout ce qui s'est passé depuis, on se dit c'était un monde parallèle. C'est vieux. Oui. Comme souvenir. Alors on parle des Jeux Olympiques. C'est la musique des Jeux Olympiques qui a rendu son compositeur très célèbre, puisque évidemment il est connu dans le monde entier. Et ben il sera en concert, un unique concert exceptionnel le 13 juin au Grand Rex. Et la billetterie est ouverte. Et voilà pourquoi c'était ma musique. C'est marrant parce que les gens, les Français, dès qu'ils entendent cette musique ou qu'ils se remémorent des souvenirs des JO, en fait, ils ont des étoiles dans les yeux. C'est vraiment, même plusieurs mois après, c'est incroyable ce qui s'est passé. Hein. C'est tout à fait ça. Voilà, Victor Lehmann, le compositeur de la musique des JO, vous l'avez entendu longtemps, vous. Hein. Ah bah tous les jours. Hein. Voilà. Et nous aussi, on a pris beaucoup de plaisir. Et Laurent Luyac est notre invité ce matin. On va parler, bien sûr, un peu de sport aussi, mais de cette soirée de vendredi, ce 4 avril qui se profile avec... alors, je vais vous faire un aveu. Les années 80, une génération de tubes. Moi, j'ai rechargé ma playlist en même temps que j'ai regardé le programme. J'ai remis des musiques que j'avais pas dans ma playlist des années 80. Voilà, c'était très drôle. C'est un documentaire très fort, très bien fait. Ce n'est pas un énième documentaire sur les années 80 et on en parlera avec Laurent Luyac. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Laurent Luyac est notre invité média. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invité média aujourd'hui, le journaliste et réalisateur désormais, Laurent Luyac, vous signez vendredi soir sur France 3, 21h10, ce documentaire Les années 80. Son premier documentaire, attention. Le deuxième. J'ai fait Michel Sardou. Michel Sardou, oui, voilà. Les années 80, une génération de tubes. On part des années 80, on finit à l'approche des années 90, une bonne décennie, et donc vous revisitez en nous plongeant dans déjà les clips de l'époque, enfin les clips arrivent dans cette génération, dans cette dizaine, dans cette décennie-là, mais on commence par revisiter tout ça. Est-ce que ça a été facile de choisir en 1h30 tous les titres qui ont, on va dire, égrené cette décennie? Alors, c'est vrai que, par exemple, le documentaire sur Michel Sardou que j'avais fait, j'avais des interviews de Michel Sardou en premier lieu, évidemment, mais ses proches, Sylvie Vartan, Guy Bedos, tous ceux qui ont travaillé avec lui. Là, en fait, c'est un documentaire 100% archive. Ce qui m'a plu, parce que, en fait, on se plonge totalement dans cette époque. Il n'y a rien en fait qui nous ramène à notre époque. Des testimoniales. Voilà, exactement. Donc ça m'a plu, mais c'est vrai que au départ c'est pas facile parce que je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je recontextualise tout en fait. Il y avait des choses qui me paraissaient naturelles. Je me suis dit les téléspectateurs vont comprendre, etc. Et en fait non, faut tout réexpliquer, les enchaînements, etc. Et j'ai voulu le faire évidemment chronologiquement parce qu'en fait toutes les années s'enchaînent naturellement. En fait c'est une décennie de révolution musicale, peut-être et technologique la plus forte, avec les radios libres, les clips, le top 50, le CD qui remplace le vinyle. C'était avant Internet. Les zéniths. C'était avant. C'est la dernière décennie sans Internet véritablement. Donc c'est vrai qu'il y avait en plus une insouciance. Les artistes étaient libres, si je puis dire, de leurs paroles, de leurs moi, je vois, vous avez mis quelques extraits, dont certains que je ne connaissais pas, de Michel Polac avec notamment Gainsbourg, où se balançait des trucs à la figure. Enfin, on se souvenait que c'était un peu trash, mais on était trop jeunes pour en avoir conscience à l'époque, et les débats que ça suscitait dans la société française, c'était absolument étonnant. Aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Sauf TMP. Moi, j'ai toujours trouvé que Polac, ça ressemblait au joli bordel. C'était une foire d'empoigne. Le samedi soir, mais en même temps il y avait, j'ai remarqué ça, il y avait une pluralité, c'est-à-dire que Polac, qui était un homme de gauche, c'est vraiment le droit de réponse, c'est vraiment le symbole de la télévision socialiste qui arrive donc en 81, qui modifie tout, qui change tout à la télé, mais en fait il invitait par exemple des journalistes de l'Humanité jusqu'à Minute en fait, donc c'est pour ça aussi que sur le plateau c'était quand même très très chaud en fait. Qu'est-ce que ça représente pour vous ces années 80?
Alors personnellement, c'est mon adolescence, enfance, etc. Et c'est vrai qu'on en discutait hors antenne. Ce qui est fou, c'est que toutes les chansons, il y a une centaine de tubes dans ce documentaire. Elles sont toutes, elles s'identifient à nos souvenirs personnels, des bons, des moins bons, le bac, le premier flirt, etc. Ouais, c'est fou, hein, ça quand même. Hein. Et c'est une décennie avec un nombre de tubes invraisemblable, à tel point qu'il y en a même quelques-uns que j'ai même pas pu mettre en 1h50, je sais pas si vous imaginez. Et puis, il y a une chose aussi qui m'a vraiment frappé, c'est que chaque année, il y a aucune année qui ressemble à l'autre. C'est ça qui est fou, c'est que 80 ne ressemble pas à 83, 83 ne ressemble pas à 84. Il y a une évolution comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui m'a frappé. Est-ce que ça veut dire que la chanson c'était mieux avant ? Ou est-ce que c'est notre prisme, nous, qui est déformé parce que ça correspond à notre jeunesse? C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que la technologie, en fait, a permis à la chanson, aux artistes de se développer avec la télévision, la radio, le disque, etc. Et ensuite, la technologie a mis des freins, a même, je dirais pas faire périclité, mais avec le streaming, avec et puis les chaînes de clips qui ont disparu. Parce que les chaînes de clips ont disparu, les radios, tout se dilue en fait. Avant, un artiste sortait un tube, sa chanson passait sur toutes les radios. Il fallait passer sur RTL, sur Europe 1, qui ne diffuse plus beaucoup de musique, plus des débats. Voilà, il y avait je ne sais combien d'émissions de variété qui étaient regardées par des millions de téléspectateurs. Donc les ventes de disques étaient faramineuses. Aujourd'hui, c'est très compliqué. À l'époque, justement dans les années 80, des artistes comme Johnny ou Sardou faisaient 3 semaines de Zénith ou de Bercy. Vous imaginez aujourd'hui, même une star internationale, même Céline Dion, elle fera 4 Bercy. À l'époque, c'était 3 semaines. Vous imaginez 3 semaines à 15 000 personnes. Et vous, dans votre chambre de cette époque-là, il y avait qui en poster? Parce que c'était Podium, vous savez, avec le grand poster. Podium, Jeune et Jolie, Salut, Top 50, Top 50 magazine. Etc. Donc vous aviez quoi comme pop star? J'avais, évidemment Michel Sardou, ça c'était... À cet âge-là déjà? Ah bah oui. vous avez Michel Sardou dans votre chambre? Ouais, J'ai d'ailleurs un souvenir assez rigolo, parce que c'était toujours compliqué de dire qu'on aime Michel Sardou, même à l'époque déjà. C'est ça qui est fou, quoi, parce que c'est une des plus grosses stars françaises. Je me souviens, j'avais un pote, on habitait à côté et on allait au lycée tout le temps ensemble en fait, et on revenait. Et parce qu'on discutait. Et un soir, Sardou est invité dans une émission de variété. Je dis tiens, ce soir je vais regarder ça parce qu'il y a Sardou, etc. Et là, quand il a appris ça, en fait, il m'a plus jamais adressé la parole. Hein. Je vous jure que c'est vrai. Donc c'était. Alors ça c'est une anecdote, mais Jean-Jacques Goldman était vraiment un de mes artistes préférés. Avec sa petite cravate Johnny en cuir. Hallyday. Moi c'est vrai que je suis très variété française, mais Goldman je suis allé le voir en concert. Johnny, j'avais 16 ans, j'allais sur mon vélo au Palais des Sports à Grenoble. C'était ça mes idoles en fait. Et quand vous les rencontrez en vrai, ça vous fait quoi? Goldman, vous rencontrez vos idoles, parce que c'est la chance de ce métier. Est-ce que vous avez été déçu par certains de vos idoles? Alors pas du tout, parce que c'est vrai que quand j'ai démarré, on revient à France 3 Grenoble. En fait, c'est vrai que dans les France 3 régions, on fait souvent la culture, le théâtre, la maison de la culture, etc. Et personne s'occupait des gros concerts. Donc moi, je me suis dit tiens, là, il y a quelque chose. Donc j'avais sympathisé avec le promoteur local, etc. Et alors j'ai rencontré toutes les plus grosses stars, donc Sardou, Goldman, France Gall, Renaud, etc. Donc je les ai toutes rencontrées, et à chaque fois ça s'est super bien passé. C'était vraiment... Vous avez dit quoi à Michel Sardou? Comment? Vous lui avez dit quoi à Michel Sardou? Alors c'est rigolo parce que en fait j'avais interdiction de filmer des chansons du concert. Ah oui, ça arrive. On a droit souvent pour nos éditeurs, quand on va à un concert, les journalistes ont droit à la première chanson ou à la 3e chanson, et après on doit couper nos caméras. Ouais, c'est ça. Donc en fait j'avais droit juste à l'interview, et je savais que il aimait bien fumer un bon cigare, et j'ai un ami à Genève où il allait souvent, et j'avais emmené un très bon cigare, et donc je vais voir après l'interview son attaché de presse, et je lui dis voilà, j'ai apporté un cigare pour Monsieur Sardou, pour le remercier de l'interview. Il va lui porter le cigare, et l'attaché de presse revient
et me dit vous avez le droit de filmer 2 chansons. Et donc j'ai pu faire mon sujet. Ouais, c'est ça. Mais j'ai un autre souvenir aussi avec Bernard Lavilliers, exceptionnel. Hein. C'était, j'étais allé le voir en concert. Donc on avait fait l'interview juste avant et j'avais là aussi son attaché de presse qui disait mais Bernard, faut entrer en scène, etc. Mais non, ils sont sympas. Et en fait j'ai fait une demi-heure d'interview, il y avait rien à jeter tellement il était exceptionnel. Et du coup j'ai fait un 26 minutes à l'époque sur Lavilliers. Ah, c'est incroyable. Ouais. C'est vrai que on a l'impression à vous entendre, Laurent Luya, que vous êtes arrivé dans le journalisme sportif presque par circonstance, mais que quelque part, ce que vous vivez là aujourd'hui, c'est le bonus maintenant, c'est de se faire plaisir. Oui, c'est vrai que tout petit, j'étais passionné par les émissions de variété, Drucker, Guy Lux, Les Carpentiers, je regardais tout en fait. Je faisais mes propres émissions dans ma chambre de variété, etc. Alors j'étais aussi passionné de sport. En plus, j'avais un papa qui était dirigeant dans le club de foot de Grenoble, et c'était quand on est à Grenoble, loin de Paris, 0 piste, etc. Le sport m'a permis de mettre un pied. J'ai commencé à Radio France à Grenoble, France Bleu Isère, puis après France 3 Grenoble. Donc voilà, ça m'a permis de démarrer dans ce métier, parce que je pouvais pas démarrer comme présentateur de variété. Vous imaginez, à 18 ans, 19 ans. Mais sur une île déserte, vous partez avec Michel Sardou ou Teddy Riner? Non, je choisis Michel Sardou. Ouais. Ah oui, alors, il y a pas de problème. Bon, après, pour couper des branches et faire préparer du feu, ça sera peut-être moins évident. Teddy, hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Comme vous êtes. Non, mais il est plus costaud et tout. Enfin, c'est vraiment un documentaire très bien écrit. Merci avec beaucoup d'humour, avec des séquences qui s'imbriquent sur des faits de société avec de la musique. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Inédit, ces autres années folles racontées par Laurent Luya. Pourquoi les années 80 fascinent-elles toujours autant 40 ans après? Ça me déplaît pas que tu m'embrasses, une bande son qu'on ne cesse d'écouter. Une décennie décomplexée. La breakdance, cette nouvelle danse qui fait fureur avec le smur. De la musique pour les jeunes. L'époque d'une insouciance enchantée. Les années 80, une génération de tubes. Vendredi prochain, 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Il y en a une préférée des préférés dans tout ça, en dehors de Michel Sardou. Hein. Ah là là, ça c'est compliqué. Hein. Je dirais une Goldman peut-être. Une Goldman. Ouais. Parce que il y avait effectivement, puis après il y a une séquence aussi que moi Alors il y a plein de séquences. Ouais, il y a plein de séquences. On va pouvoir en parler, mais moi j'ai une séquence. Alors, on s'est parlé ce week-end. On va tout dire à nos auditeurs. Je vous ai envoyé un SMS parce que j'ai regardé le doc samedi et je lui dis vraiment ton doc il est vraiment super et autres. Et je lui ai dit, c'est Adriana Carambeu qui va être contente. C'est vrai ou pas que je vous ai envoyé ce SMS? Oui, c'est vrai. Et vous m'avez envoyé un smiley. Oui. Pourquoi, d'après vous? Alors, pour nos éditeurs, vous allez nous dire pourquoi ça vous a fait rire que je vous dise qu'Adriana Carambeu allait être contente en regardant ce documentaire. Oui, parce que j'ai retrouvé Marc Lavoine dans une interview, donc je crois que c'est en 85, si je dis pas de bêtises, avec Mireille Dumas, où il parle de bisexualité. Et d'un amour qu'il a eu pour un garçon. Oui, c'est incroyable pour l'époque parce que c'était quand même un peu sulfureux. Ça ferait le buzz de nos jours. Ça serait repris partout. Ça serait repris partout. Mais on parle très librement, vraiment. Mais on était déjà dans ces. Enfin, on évoquait déjà ces questions de genre. Avec Indochine, troisième sexe, Mylène Farmer. En particulier, vous mettez juste derrière pour illustrer ses propos. Non, mais c'est étonnant comme archive. De voir des artistes qui se livraient comme ça à l'époque. Oui, il y a ça. On a entendu Cookie Dingler, par exemple. Alors, c'est vrai que quand je travaille, en fait, je regarde tous les extraits qui sont passés sur chaque chanson. J'essaye de sélectionner celles qui mettent en avant en valeur les artistes, la réalisation, etc. Et je tombe sur la première de Cookie Dingler, Femme libérée, qui n'est pas encore un tube du tout, qui est à France 3 Région. Et là, il y a un petit passage où, au lieu de dire elle fume un petit joint de temps en temps, en fait, elle prend de la coke de temps en temps. Et ça a été modifié pour la version grand que l'on public. connaît, grand public. Allez, on va faire une petite pause dans cette émission Média, mais on se retrouve tout de suite après avec notre invité ce matin, avec Gilles Gansman. C'est Laurent Luya pour ce documentaire, les années 80, une génération de tubes. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média.
Christine Bouillot, Gilles Ganzmann, Sud Radio. Le supplément média. Toujours avec notre invité Laurent Luyat, le journaliste et réalisateur de ce documentaire que vous verrez vendredi soir sur France 3, 21h10, les années 80, une génération de tubes. Gilles, vous aviez une question pour Laurent ? Oui, je voulais savoir si vous étiez stressé. Non. Ça n'a pas l'air. Hein. Vous voyez pas où je vais en venir. C'est des questions à tiroir, vous avez des questions teaser. Alors, pas du tout. Ouais. Non, sérieux ? Non. No stress. Ah, no sport, no stress. Mais oui, parce que... ça c'est ma casserole. Oui, c'est votre casserole, comme on dirait aux enfants. Mais je l'assume. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors pour nos auditeurs, je cherchais en fait savoir si vous aviez chanté une chanson des années 80. Oui. Et donc j'ai tapé Laurent Luyat chanson, et alors je suis tombé sur un truc. Ça donne ça. Moi j'en ai marre des interdits. J'ai décidé de vivre ma vie. Comme Churchill. Je fais pas de sport, je la joue tranquille. Mais pas de panique. Il faut des explications là. C'est mon côté britannique. Il y a un invité. Ah oui. J'aime bien mon corps et je le préserve. Je ne force pas trop sur ma réserve. Thierry Roland, c'est mon modèle d'hygiène de vie professionnelle. Sa conception du sport me plaît. Hôtel, cigare et canapé. Pourtant, mes amis sont très clairs. Gérard Rolls. Non mais c'était... Allez voir le clip. C'était en 2010. C'était un délire. Le clip est dingue. Vous êtes avec un gros cigare. Oui. Vous avez des jolies filles autour de vous. Ouais, c'est ça. Non, c'était un délire. C'est un clip des années 80. On aurait pu le dire. C'est vrai. C'est pour ça que je vous l'ai mis. Ouais, exactement. Mais c'était avant les JO de Vancouver d'hiver, et on se disait pour la promo, si on faisait un délire, en fait, avec 4 potes, on a commencé à écrire un texte où je me moquais de moi, en fait, le journaliste de sport qui fait pas de sport, et en même temps en dénonçant un peu des interdits de plus en plus, on peut plus rien faire maintenant, etc. Donc j'étais un peu en avance quand même, mais ça a commencé. Donc voilà, et on s'est vraiment éclaté. Mais c'est du 12e degré, hein. C'est-à-dire que, alors il y a des gens qui se sont marrés, qui l'ont super bien pris, d'autres qui m'ont dit mais c'est pas possible. Non, franchement c'est une rigolade. Mais la chose est drôle. Alors Thierry Roland vous a tout de suite dit oui. Thierry Roland m'a tout de suite dit oui. Effectivement, ça l'a éclaté. On a fait ça. Mais en fait il y a beaucoup de journalistes de sport, notamment à l'équipe, qui font pas de sport du tout et qui sont de très très bons journalistes. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était pas le message, hein, quand même. Non, mais oui, c'est la question. Mais qu'est-ce qui vous agacerait le plus dans le journalisme de sport ? C'est que les gens se considèrent que parce qu'ils font pas de sport, ils sont pas légitimes ? Non, je pense qu'on n'a jamais reproché ça aux journalistes de sport. Hein. Ouais. Alors moi moi j'ai fait plein de sports en fait. Hein. Mais je me suis jamais arrêté à part le tennis de table et un peu le tennis quand même. Mais tout ça en amateur quoi. C'est plus pour le plaisir en fait. Hein. Est-ce que vous êtes nostalgique des années 80 après avoir fait ce documentaire ? Est-ce que vous dites qu'on pouvait poser des questions différemment aux artistes, qu'il n'y avait pas le marketing qui mettait son nez ? C'est sûr. Aujourd'hui, en fait, ils sont tellement obnubilés par leur image et puis par l'entourage qui leur dit surtout attention, et en même temps on les comprend parce que un moindre mot de travers tout de suite c'est le lynchage sur les réseaux sociaux, etc. À l'époque il y avait pas ça en fait, donc vous aussi vous faites attention? Oui, quand même. Alors bon, je me dis pas dans ma tête quand je présente, fais attention à ce que tu dis, parce que je veux dire, il faut être naturel à l'antenne, faut pas avoir de barrière, etc. Mais j'ai jamais commis le moindre dérapage. Est-ce qu'aujourd'hui les stars du sport sont comme les gens de la chanson, font attention à leur image? Est-ce que vous avez des consignes quand vous interviewez Léon Marchand ou d'autres stars olympiques? En fait, les stars les sportifs sont quand même assez susceptibles. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention quand on les interviewe, parce que sinon ils reviennent plus vous voir si l'interview leur plaît pas. Par rapport aux hommes politiques, par exemple, où vous, les journalistes, vous pouvez quand même leur rentrer dedans sans problème. Ils savent que ça fait partie du jeu. Avec les sportifs, si jamais... Mais bon, après, moi, je pars du principe que on peut poser toutes les questions possibles. Tout dépend du ton
que l'on emploie en fait. Voilà, je pense que tout ça passe. Mais j'ai jamais eu de problème. J'ai eu une fois un problème avec Raymond Domenech à l'époque, qui n'avait pas apprécié une de mes interviews. Bon, voilà, c'est... Comment vous avez vécu ces Jeux Olympiques? C'est un rêve, je trouve, pour un journaliste de vivre dans son pays des Jeux Olympiques qui ont été aussi magiques avec tous les Français qui ont accompagné ce mouvement. Ouais, j'aurais jamais imaginé pouvoir vivre ça. J'ai commencé mes premiers JO en 2000, c'était à Sydney. Et si on m'avait dit 24 ans plus tard, tu présenterais les Jeux Olympiques à Paris, à la maison, ça a été une parenthèse enchantée, un moment magique pour tout le monde. En fait, je me doutais que ça allait vraiment bien marcher, parce que justement j'ai eu la chance de les couvrir partout dans le monde. Les Jeux Olympiques, c'est l'événement sportif numéro 1. Mais je pensais pas que ça se serait passé aussi bien, parce qu'il n'y avait aucune faille nulle part, ni dans l'organisation, les sportifs, les médailles. Et tout. 2030, on va réussir la même chose? J'espère. Pour les Jeux d'hiver. En plus, c'est ma région, donc vous imaginez. Il y aura de la neige, tout ça, parce qu'il y a des sujets. Oui, qui là, sont je reviens d'Isola 2000. Je peux vous dire qu'il est tombé 1,5 mètre de neige en 15 jours. Vous savez, ça, on peut pas le prévoir, quand même. C'est, moi, je suis pas inquiet. Ouais. Je suis pas inquiet. Mais on va réussir le même engouement, après, sur l'organisation, parce que c'est pas le même lieu, c'est sur un massif entier. Là, on était sur Paris. Vous savez, moi, je me souviens. Je vais vous raconter une anecdote quand même, si on a 2 secondes. Bien sûr. En 2006, ce sont les Jeux Olympiques d'hiver de Turin. Oui. Donc, zéro décalage horaire. Et je me souviens, il y a la cérémonie d'ouverture et je suis chez moi le midi, il y a une émission sur Canal+, je dirais pas qui, et le titre c'est « Faut-il supprimer les Jeux Olympiques d'hiver ?» en disant ça marche pas, parce que les précédents c'était Salt Lake City, Nagano, donc très mauvais décalage horaire, ça avait pas eu un impact fantastique, et j'ai été sidéré par ce débat où tout le monde était d'accord, non mais ça sert plus à rien les Jeux d'hiver, etc. Et on a cartonné, c'est-à-dire que je me souviens par exemple du curling l'après-midi sur France 2 qui était à plus de 40% de part de marché, et on avait fait des millions et des millions de téléspectateurs. Donc je vous le dis, les Jeux Olympiques, qu'ils soient d'été ou d'hiver, à partir du moment où il n'y a pas de décalage, les prochains c'est donc dans moins d'1 an à Milan. Ouais. Voilà, donc Jeux Olympiques et Paralympiques, et vous allez voir que ça va être une tuerie. Justement, les Paralympiques, ça a été aussi un énorme succès. Oui. Et ça, c'était le pari de Delphine Ernotte et puis de Jean-Éric Lelay. Laurent Éric. Sur les prénoms, c'est pas mon fort, les prénoms. Laurent Éric Lelay. Nelson. Et donc, ça a été quand même assez incroyable le succès d'audience sur les Paralympiques, d'avoir pris ce pari en disant on fait exactement la même chose. C'est vrai que Delphine Ernotte, Stéphane Sidbon-Gomez ont voulu que la couverture des Jeux Paralympiques soit la même, quasiment la même que celle des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que c'était un pari 24 heures sur 24, des moyens considérables, et franchement aucun regret, parce que moi j'étais en larmes le dernier soir, le dimanche, avant de rendre l'antenne. Je me souviens, avant de prendre l'antenne justement, j'étais dans la petite cahute et je me disais mais c'est ce qui s'est passé, c'est incroyable pour eux. Il y a un avant et un après. Alors j'espère quand même que l'État, etc., mettra tout en œuvre pour que ça continue. Mais je veux dire, les gens se sont rendus compte que c'était des sportifs exceptionnels. Il y avait beaucoup de gens qui me disaient, et je les comprenais, qui disaient je les respecte, mais moi de voir des athlètes sans bras, avec une jambe en moins, j'arrive pas, etc. Et en fait, ils ont complètement vaincu cela. Et c'est très important, parce que il faut voir justement ça, et ils sont comme tout le monde, avec une différence, c'est tout. Est-ce que vous avez l'impression, vous venez de l'évoquer, qu'il y a eu un effet JO sur le mouvement sportif, ou vous commencez à entendre que beaucoup regrettent que ça a été vraiment une étincelle, mais très vite on a éteint la lumière? Je sais pas, c'est... Il y avait une occasion unique. Il y avait une occasion unique, effectivement. Il y a de la volonté, et puis en même temps il y a des freins. Je sais pas. Il y a un manque de moyens. Il y a tout ça, quoi. C'est. Alors vous allez bientôt présenter une nouvelle émission que vous avez fini de tourner. Alors je sais pas si vous avez le droit un peu d'en parler, mais très peu. Mais un petit peu pour vous, parce que vous pouvez nous dire. Parce que je vous aime bien. Alors c'est quoi l'anneau? C'est quoi? L'anneau, c'est un jeu d'aventure à la montagne, dans des conditions extrêmes. Génial. Des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 15 degrés. Montagne? C'est dans le parc du Mercantour. D'accord. Voilà. Avec 13 candidats.
qui ont bravé des conditions mais vraiment très difficiles, hein. Je peux vous le dire, j'en reviens, et à la fin il n'en reste qu'un, et donc l'anneau en fait les observe en permanence. Ils s'affrontent dans des jeux, ils ne doivent jamais sortir des limites de l'anneau, sinon ils sont éliminés, et il n'en reste qu'un à la fin. C'est à ce moment-là que l'anneau se désactive. Et ils repartent avec jusqu'à 100 000 €, ils peuvent repartir. C'est des épreuves de survie, dans des conditions... C'est ça, des jeux... On mange pas, on dort pas... Ah bah si, il faut qu'ils dorment quand même un petit peu, mais au froid quoi. Qui a gagné? Bien sûr. Ma grande question. Il faut, si vous avez un très gros chèque, je peux vous le dire. Ah bah voilà. Ouais, mais c'est en millions d'euros, hein, là, ça. Ah bah alors là aussi on saura, parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'à côté ils regardent vraiment la programmation. Ça sera pas avant l'hiver prochain, ça c'est sûr, parce que ça va pas être diffusé en plein été. Hein, donc vous allez aussi entre présentation de magazines sport, divertissement. C'est nouveau pour moi. J'avais jamais présenté de jeux d'aventure. C'est une autre animation en plus de ça. J'ai été emballé. Et c'est quoi qui est différent? La façon de... Déjà, je regarde plus les caméras, donc je ne m'adresse qu'aux candidats. C'est parce que quand on est présentateur, on regarde toujours la caméra, en fait. On est un peu obsédé par ça. Et je m'adresse aux candidats. C'est une façon de parler aussi différente, marquant un peu des silences, parce que il y a des moyens considérables, et je remercie la production fantastique de P2L, French TV. C'est un Barnum, 120 personnes. Il y a plus de 60 caméras. Il y a eu des rebondissements incroyables. Je peux pas vous en dire plus, mais on est très très heureux du résultat. J'espère que le public va aimer en tout cas. Et ça vous donne envie de sortir un peu du carcan sport, ce que vous avez déjà fait. Oui, parce que j'ai eu la chance de présenter des émissions de variété, notamment avec Laurie Tillman. Merci Alexandra Red au passage. Et puis là, jeu d'aventure, réalisateur de documentaires. Je vous l'annonce, je vais réaliser la suite, les années 90. Voilà, que je vais faire à la fin de l'année, qui passera l'année prochaine, où il y a aussi une matière assez incroyable. Donc je suis vraiment heureux. Ça n'empêche pas les événements sportifs, parce que là j'ai Roland Garros qui arrive après le Tour de France et les championnats du monde d'athlétisme à Tokyo au mois de septembre. Donc c'est 3 gros événements que j'adore. Je suis toujours aussi passionné, mais je vous avoue que le divertissement et la réalisation, ça vraiment ça. Roland Garros, c'est bientôt là. Sans Nadal, vous allez me dire, hein, c'est ça. Sans Nadal, ouais. Alors il y aura un hommage le premier dimanche. Il y aura un hommage sur le cours central en fin d'après-midi. Et après, bien sûr, oui. Mais il n'y aura pas de Français, vraiment. On risque pas de gagner Roland Garros cette année. Comme gagner, je pense sur pas. Un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu, mais Arthur Fils. Arthur Fils, il est bien, non? Oui, il peut aller loin. En tous les cas, il peut y avoir cette surprise du Français qui peut aller loin. Et le Tour de France, qui est quand même la grosse machine aussi pour France Télévisions. Hein, c'est quand même quelque chose de très important. Signé pour longtemps. Puis les Jeux, c'est pareil. Voilà, et les Jeux signés pour plusieurs au mois de février. Échéances. Oui, les Jeux jusqu'en 2032, le Tour de France jusqu'en 2030. Roland Garros jusqu'en 2027. Donc c'est l'assurance d'avoir un service des sports à France Télévisions qui continue de nous faire vivre ces événements de manière... C'est très important pour nous. C'est vrai que, en plus, très franchement, il y a un savoir-faire extraordinaire sur ces événements. On peut le dire, donc c'est bien, c'est chouette. Allez, nous on va dans un instant débattre des sujets d'actualité. Merci beaucoup Laurent Luyat d'être passé nous voir à Sud Radio. Puis ça me touche beaucoup parce que ce documentaire, j'ai mis vraiment 2 mois. C'est un travail énorme, passionnant, et vos réactions vraiment me comblent. Oui. Vraiment, franchement, c'est pas un documentaire avec un empilement d'extraits, etc. On vous invite vraiment. On super bien construit. On prend un moment. Et on se laisse prendre au jeu. Merci beaucoup. On en met un petit bout. Allez, John. Voilà. C'est élégant. J'oublie tout. J'oublie tout. Presque. On y est pas encore. C'est bien, John. C'est vrai? Oui, il adore ça. Alors, ça sera dans les années 80, génération de tubes, signé Laurent Luyat, produit également avec Cyril Ferraud, votre ami. Cyril Ferraud et Dominique Cambiel, effectivement. Vendredi soir, 21h10 sur France 3. Merci. Merci à vous, Laurent. Et on vous retrouve bien sûr aussi sur les événements sportifs de France Télévisions, puisqu'on aime ça aussi à Sud Radio, suivre tout ça. Allez, dans un instant, on va ouvrir la page politique. Évidemment, on va tenter de se mettre d'accord avec nos... Et demain, on aura Francis Huster pour les traites, et qui est une saison
exceptionnel pour avoir vu les 2 premiers épisodes. Et il se passe quoi en politique en ce moment? Beaucoup de choses. On parle de séisme, tremblement de terre, de saut dans le vide. Voilà, donc c'est un film c'est une série en temps réel. C'est ça. Là aussi, c'est du sport. Oui. J'ai appris que Baron Noir allait revenir, donc on est un peu dedans. Oui, absolument. Voilà, donc on va en parler dans un instant avec nos débatteurs. C'est le jour d'après de la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité. Allez, à tout de suite.